Yaeko Taguchi, 22 ans, enlevé en 1978. Megumi Yokota, disparu en 1977 à l'âge de 13 ans. Susumu Takashi, enlevé en 1976. Hitomi Soga, kidnappé à 19 ans en 1978. Anocha Panjoy, une Thaïlandaise, disparue elle aussi en 1978. La même année, la Roumaine Doina Bumbea est enlevée. Et peut-être dans cette liste de disparus, plusieurs autres ressortissants européens. Avec des milliers d'autres, ce sont les victimes d'un programme d'enlèvement d'État organisé par la Corée du Nord il y a 40 ans. Des otages de toute nationalité, contraints d'enseigner aux espions nord-coréens leur langue, leur culture et le mode de vie capitaliste pour mieux l'infiltrer ensuite. Plusieurs dizaines de ces kidnappés seraient encore vivants, toujours retenus de force, quelque part, en Corée du Nord. À Tokyo, tout le monde connaît l'histoire de ces enlèvements. Les kidnappings de Japonais par la Corée du Nord sont même devenus une cause nationale. Et cette cause a ses icônes. Ce couple de retraités, Sakie et Shigeru Yokota. Conférences, manifestations, médias, inlassablement depuis plus de 35 ans, ils se battent pour leur fille. Megumi, enlevée en 1977 à l'âge de 13 ans, alors qu'elle rentrait de son entraînement de badminton. Pendant toutes ces années, Sakie et Shigeru Yokota ont cherché leur fille, partout, à en perdre la raison. Je devenais folle. Je voulais mourir. Je regardais l'océan et je voulais me jeter dedans. Je perdais la tête, mais je ne pouvais pas. Je devais m'occuper de son frère jumeau. Je devais prendre soin de lui, le nourrir. Quand enfin j'étais seule, je pleurais tout le temps. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Et je partais errer dans la ville, à la recherche de Megumi. Je voyais une fille de son âge qui marchait dans la rue et je me disais, elle ressemble à Megumi. Et je lui sautais dessus pour vérifier. Je voulais absolument voir son visage. Et bien sûr, ce n'était jamais elle. Je lui disais, mais non, c'est pas elle, arrête. Il avait beau me le dire, je ne pouvais pas m'en empêcher. Il fallait que j'aille vérifier, mais ça n'était jamais elle. J'ai fait ça tellement de fois. À l'époque, Megumi et ses parents habitent dans ce petit village de la préfecture de Niigata, au nord de Tokyo, sur la côte ouest du Japon. Nous avons retrouvé un policier qui a longtemps travaillé sur l'affaire de la disparition de Megumi. Voilà la maison. Et au bout de la rue, c'est là où on a perdu sa trace. Aujourd'hui encore, Toshiaki Takeda se souvient avec précision des premières heures de l'enquête. C'est par ici qu'elle a disparu. Le chien policier a perdu la trace de Megumi ici. Il a relevé la tête. Il ne sentait plus rien. La piste s'est évaporée. L'adolescente a disparu à 300 mètres à peine du bord de mer, sans laisser le moindre indice. On ne pouvait pas conclure à un kidnapping, parce qu'il n'y avait pas de message, pas de demande de rançon. Elle avait juste disparu. C'était peut-être une fugue, mais elle n'avait aucune raison de fuguer. Les mois, les années passent. Et en 1997, la vérité éclate enfin. Megumi Yokota a été enlevée par la Corée du Nord.
L'information est venue d'un ancien espion nord-coréen. Megumi avait en fait été enlevée, puis transportée sur un bateau. Comme elle appelait à l'aide et faisait beaucoup de bruit, elle a été jetée dans la cale. La petite Megumi aurait désespérément essayé de s'enfuir, mais en vain. Il a raconté qu'elle aurait essayé d'arracher les portes à main nue. Ses mains étaient en sang. Cette région de la côte ouest du Japon est le point le plus proche de la Corée du Nord, à 900 km à peine. Là-bas, vous voyez, c'est l'île de Sado. Et juste derrière, il y a la Corée du Nord. Le bateau a dû contourner l'île et foncer tout droit vers la Corée du Nord. Megumi Yokota aurait donc été enlevé, puis emmené de force en Corée du Nord en bateau. À l'époque, cette révélation scandalise le Japon. Et depuis, les kidnappings sont une priorité pour la police nippone. Ce soir-là, nous avons rendez-vous avec des agents des renseignements japonais dans un restaurant de Tokyo. Hors caméra, ils vont nous parler longuement de plusieurs cas de disparition. Quelques jours plus tard, les policiers nous envoient par mail les photos d'une maison. Elle appartenait, il y a peu de temps encore, à un médecin nord-coréen résidant au Japon. La maison se trouve à Chiba, au sud de Tokyo, en bord de mer. Selon les policiers, de là, plusieurs Japonais auraient été emmenés de force vers la Corée du Nord. Et parmi eux, un jeune garçon de 19 ans, enlevé en 1976, Susumu Takashi. Voici son frère, Fujita. Nous lui avons demandé de nous accompagner. Pendant des décennies, il a cherché Susumu dans tout le Japon. C'est là. Et juste derrière, il y a la mer. Tout est fermé. Il en est sûr, aujourd'hui, il va enfin approcher la vérité. La maison est fermée. Le médecin nord-coréen est décédé il y a quelques mois. C'est la première fois que Fujita Takashi vient ici. Ah, j'arrive à voir à l'intérieur. Là, c'est la salle de bain. Et devant la maison, un petit chemin serpente vers le bas. Où est-ce que ça va, ça? En contrebas, le jardin est à l'abandon. Entre les hautes herbes, on devine une trace qui nous conduit à une petite porte et à un escalier discret. Et là, tout ça, c'est une plage privée. En voyant cette plage, j'imagine ce qui s'est passé. Un petit bateau a dû arriver jusqu'ici. Après, pour repartir, vous avez deux solutions. Pour aller jusqu'à la Corée du Nord, il vous faut aller au nord et contourner Hokkaido, ou alors passer au sud, au large de Kyushu. Fujita Takashi n'a plus de doute. Son frère a été emmené en Corée du Nord depuis cette plage. Et cette découverte le bouleverse. Je me demande ce qu'il a dû ressentir. Je me rends compte à quel point ça a dû être dur pour lui. C'est douloureux de penser à tout ça. Il a probablement été emmené ici juste après avoir été enlevé. Je me dis que si la police l'avait cherché, si on l'avait trouvé à l'époque, on aurait pu le sauver.
Mais Fujita Takashi sait que son frère est toujours vivant. Grâce à cette photo, prise à Pyongyang et envoyée par un transfuge nord-coréen il y a quelques années. Le voici, Susumu Takashi, sur cette photo d'identité, après 37 ans passés en Corée du Nord. Reste une question. Comment les Nord-Coréens échappent-ils à la surveillance de la marine nippone? Au quartier général des gardes-côtes japonais se cache peut-être un début de réponse. Dans ce hangar, leur plus belle prise. Un bateau espion nord-coréen. Et voici les images incroyables de cette capture, filmée par les gardes-côtes eux-mêmes. Le 21 décembre 2001, dans les eaux territoriales, un chalutier en apparence japonais et au comportement suspect est repéré. Coupez les moteurs! Coupez les moteurs! Malgré les coups de semonce, le navire refuse d'obéir et file plein ouest, poursuivi par la marine nippone. La bataille navale va durer 6 heures. Immobilisé par les tirs de mitrailleuses lourdes, le bateau prend feu. À bord, les Nord-Coréens tentent de se débarrasser des preuves de leurs activités. Le bateau, dont les moteurs ont rendu l'âme, est finalement abordé par les gardes-côtes japonais. Ils sont accueillis par des rafales de Kalachnikov et de lance-roquettes. Et au cœur de la nuit, le bateau finit par couler, entraînant dans la mort 15 marins nord-coréens. En 2002, le bateau est renfloué par les autorités japonaises. Et il va révéler bien des secrets sur les méthodes d'espionnage et de kidnapping de la Corée du Nord. Aujourd'hui, les Japonais viennent de tout le pays admirer ce bateau fantôme qui aurait pu avaler n'importe lequel d'entre eux. L'épave abritait tout un arsenal. Lance-missiles anti-aériens, lance-roquettes, grenades, fusils d'assaut, et il y a aussi ce scooter sous-marin, indispensable pour mener à bien les missions d'infiltration. À la baguette, un officier des gardes-côtes détaille pour les touristes les pièces à conviction trouvées dans le faux bateau de pêche. Mais il tient surtout à montrer l'arrière du navire. Là, une porte géante ouvre sur l'intérieur, vide. Et pour cause, le gros chalutier cachait dans son ventre ce petit bateau espion. Ce petit bateau est très difficile à repérer de loin. Il est très rapide et quand les espions les utilisent pour les kidnappings, c'est impossible de les arrêter. Parce que ce bateau vient très vite se cacher à l'intérieur du gros navire espion. Et là, c'est trop tard. Impossible de les repérer, de les arrêter. Conçu par les maîtres à penser de l'espionnage nord-coréen, le navire a été dessiné pour tromper l'ennemi. Grâce à ce type de bateau espion, la Corée du Nord aurait donc kidnappé des dizaines de Japonais. Mais dans quel but? Nous partons en Corée du Sud. La 12e puissance économique mondiale vit au rythme des relations avec le voisin communiste. Et dans la capitale sont installés bon nombre de Nord-Coréens, des transfuges passés au Sud. Nous avons rendez-vous avec un ancien espion nord-coréen, réfugié à Séoul depuis 13 ans. Il vit toujours sous protection policière. Im Chung-yoon a bien connu le programme d'enlèvement de la Corée du Nord. Il en a même été l'un des artisans. J'appartenais au bureau des unités d'entraînement. Aujourd'hui, ça a changé de nom. Ça s'appelle l'unité Tempête. Quand on rejoint l'armée, on doit prêter serment. Ma vie n'est pas ma vie et je la donne à la nation. Cela signifie que vous n'êtes plus maître de votre vie et que votre vie ne vous appartient plus,
tant que vous portez l'uniforme. Pour nous, il était de notre devoir d'essayer d'infiltrer ou de kidnapper des citoyens venant de pays que l'on considérait comme nos ennemis, la Corée du Sud ou le Japon. Nous, à l'époque, nous voyions cela comme le seul moyen de protéger le régime. Im Chung-yoon, le Nord-Coréen, n'a jamais croisé la route de ce Japonais, Mitsuhiro Suganuma. Pourtant, ces deux espions se sont livrés bataille, à distance. Ça, c'est une récompense donnée par la marine. Et à l'époque, j'étais professeur à l'école de guerre. Mitsuhiro Suganuma a longtemps dirigé le contre-espionnage de la sécurité publique nippone. Il l'affirme, tous ces kidnappés japonais étaient enlevés dans un but précis, enseigner leur langue natale aux espions de Pyongyang. Le but de la Corée du Nord est la révolution. Ils veulent envahir la Corée du Sud et unifier les deux pays. Et pour réussir à faire ça, ils ont eu besoin de passer inaperçus au Sud, de ressembler à des Japonais et d'agir comme eux, pour ne pas se faire remarquer et arrêter. C'est pour cela qu'ils avaient besoin d'enlever des Japonais pour enseigner la langue et la façon de se tenir des Japonais à leurs espions. Jusqu'en 2002, jamais la Corée du Nord n'avait reconnu les kidnappings. Une rencontre va changer le cours de l'histoire. À Pyongyang, le Premier ministre japonais rencontre Kim Jong-il, le dictateur nord-coréen. Ce moment est historique. Au terme de plusieurs heures de discussion, Kim Jong-il avoue au Premier ministre Koizumi la triste réalité. La Corée du Nord a bien enlevé des ressortissants japonais. La République populaire de Corée nous a fourni les informations que nous demandions au sujet des enlèvements. J'ai protesté très fermement auprès de Kim Jong-il. Il a avoué honnêtement que des Coréens du Nord avaient kidnappé nos ressortissants. Il s'est excusé. Il a promis de faire tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher que cela arrive à nouveau. Selon Tokyo, 17 ressortissants japonais auraient ainsi été enlevés par la Corée du Nord. Un mois après avoir avoué leur crime, les Nord-Coréens libèrent 5 Japonais. Ces 5 kidnappés rentrent au pays après un quart de siècle de silence. Aujourd'hui, après 24 ans, j'ai posé le pied sur la terre de mon pays, dans la ville de mon enfance, et je suis sans voix. 5 Japonais libérés sur 17. Car selon Pyongyang, tous les autres seraient morts. Les Nord-Coréens fournissent même les certificats de décès. Accident de voiture, cirrhose du foie, empoisonnement, crise cardiaque, les causes sont multiples. Il y a même le certificat de décès de Megumi. Elle se serait suicidée en 1993. Mais un point intrigue les familles. Tous les certificats de décès proviennent du même hôpital. Pour les 7 kidnappés, censés être morts, même s'ils vivaient dans des régions différentes, leur certificat de décès venait du même hôpital. Et donc on ne peut pas avoir confiance dans les autorités nord-coréennes. Ce qu'ils ont sûrement fait, c'est qu'ils ont fait des copies de certificats, changé les noms et mis leur tampon dessus.
Si on les empile, on voit que les tampons sont toujours exactement à la même place. La Corée du Nord a même fourni un échantillon d'ADN de Megumi, mais il ne correspond pas à celui de l'adolescente. Les Yokota sont donc persuadés que leur fille est encore vivante. Leur espoir, ce document, une photo de leur fille à Pyongyang. Mais ils se raccrochent surtout au témoignage de l'un des 5 Japonais libérés. Celui de cette femme, Hitomi Soga. Elle a bien connu Megumi et affirme avoir vécu plusieurs mois avec elle à Pyongyang dans les années 80. Hitomi Soga a été enlevée à l'âge de 19 ans avec sa mère, toujours portée disparue. Le ciel, la terre, les arbres me disent « Bienvenue de retour chez toi ». De sa captivité en Corée du Nord, elle ne veut pas parler. Mais tout le Japon connaît son histoire. Son destin est lié à celui de son mari, un Américain, Charles Jenkins. En 1965, Charles Jenkins est sergent dans l'armée américaine en poste en Corée du Sud. Pour éviter de partir combattre au Vietnam, il déserte et passe en Corée du Nord. Contraint de servir le régime communiste, il deviendra même acteur dans les films de propagande nord-coréens. Le voici, grimé, jouant le rôle du méchant américain dans une série nord-coréenne à succès, Les héros sans nom. Prisonnier du régime, il restera 39 ans à Pyongyang pour être enfin libéré en juillet 2004 avec ses 2 filles, nées en Corée du Nord. Il est accueilli au Japon par son épouse, Hitomi Soga, libérée elle 2 ans plus tôt. Pour retrouver cette famille rescapée de la guerre froide, il faut embarquer sur un ferry. En cette fin d'été, des centaines de touristes japonais voguent vers l'île de Sado. Au Moyen-Âge, elle était surnommée l'île maudite. Aristocrates et samouraïs qui s'opposaient au pouvoir central y étaient envoyés en exil. Aujourd'hui, l'île est plutôt une terre d'accueil. Son plus célèbre habitant est Charles Jenkins. Il vit sur l'île avec sa femme et ses 2 filles, et il a même été naturalisé japonais. À l'entrée du musée de l'histoire de l'île où il travaille, une petite phrase. « Je suis plus heureux ici que je ne l'ai jamais été ». L'homme est devenu une attraction locale. Grâce à lui, le magasin de gâteaux traditionnels ne désemplit pas. Et tous les touristes n'ont qu'une idée en tête, être pris en photo aux côtés de Charles Jenkins. En apparence, l'ancien déserteur mène une vie paisible sur son île. Mais aujourd'hui encore, il a peur. Vous sortez parfois la nuit dans l'île? Non, jamais. Pourquoi? Je n'en vois pas l'utilité. Et je ne veux pas être enlevé par la Corée du Nord. Vous pensez qu'il pourrait vouloir vous faire du mal? Je vais le formuler comme ça. Disons que n'importe qui ici pourrait être massacré assez facilement. 8 ans ont passé depuis sa libération. Mais l'ancien déserteur n'oubliera jamais ses premières années en Corée du Nord. La peur permanente et l'apprentissage forcé du communisme. Que vous le vouliez ou non, vous étudiez. S'il vous demande en quoi consiste l'idéologie de la Corée du Nord et que vous ne savez pas répondre, vous allez avoir des problèmes.
Aujourd'hui, je m'en souviens encore. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'idéologie du Juche est à la base de tout. L'homme n'est rien sans cette idéologie. C'est ce que Kim Il-sung a créé. Du lavage de cerveau. Et vous vous en souvenez encore? Je m'en souviens encore aujourd'hui. Pourquoi? On ne sait jamais. Quelqu'un peut me poser la question. Et si vous ne savez pas répondre, vous allez devoir étudier. Parfois 17 heures par jour. Parfois avec vos jambes croisées et vos mains sur le sol pendant 1 heure. Punition. Et après 1 heure, changement. Les jambes et les mains croisées dans l'autre sens, comme ça. Punition. C'est ce qu'ils vous ont forcé à faire? Bien sûr. Après sa rééducation idéologique, Jenkins devient une star de cinéma. Il mène une vie privilégiée. Il a même droit à une femme, fournie gracieusement par le régime. Une japonaise, enlevée 2 ans auparavant, Hitomi Soga. Ils m'ont dit qu'ils allaient me donner une asiatique, une femme bien. Je ne la connaissais que depuis 1 semaine. Et en revenant du travail, je lui ai parlé des kidnappings d'étrangers. Et elle m'a dit, « Moi? Quoi ?» Elle ne voulait pas parler. Elle ne savait pas s'il y avait des micros ou pas dans la maison. On est sortis et elle m'a raconté comment elles avaient été kidnappées, elle et sa mère, pas loin d'ici. Comment en rentrant un soir, 2 hommes les avaient suivies. Elles étaient presque arrivées quand les 2 hommes les ont attrapées, mises dans des grands sacs et transportées jusqu'à la rivière. C'est ici que la jeune fille de 19 ans et sa mère ont été emmenées de force un jour d'août 1978. Hitomi Soga restera 24 ans prisonnière de la Corée du Nord et elle ignore toujours ce qui est arrivé à sa mère. Au Japon, Hitomi Soga n'est pourtant pas la seule à vivre dans l'angoisse. Ce drame anéantit des dizaines d'autres familles. Et le problème des kidnappés est devenu une cause nationale. Le pays s'est même doté d'un ministère des enlèvements. Mais les négociations sont tendues face à l'intransigeance des Nord-Coréens. Vous savez, les familles des kidnappés vieillissent. Elles ont toutes 70 ou 80 ans. Alors je n'arrête pas de dire à la Corée du Nord que pendant qu'elles sont encore en vie, il faut faire un geste et libérer tous les kidnappés. Le ministre s'appuie sur les témoignages des 5 rescapés. Et ils sont unanimes. Il y a bien d'autres victimes de ces enlèvements, toujours vivantes. Et le temps presse. Alors, un homme enquête sans relâche. Il est à la tête d'une commission qui a déjà fourni au gouvernement japonais une liste de 71 autres personnes enlevées par la Corée du Nord. Bien loin des 17 cas officiellement approuvés par le gouvernement. Mais la liste des personnes susceptibles d'avoir été kidnappées s'allonge de jour en jour. Aujourd'hui, elle comporte près de 500 noms. Nous avons environ 470 dossiers. Jusqu'à présent, nous avons pu retrouver au Japon environ 50 personnes. Certaines étaient devenues sans domicile fixe, d'autres ont eu des accidents, ils sont morts de mort naturelle ou violente. Mais malgré 10 ans d'investigation, nous n'avons pas trouvé de traces de tous les autres. Il y a certains cas très troublants.
Donc tous ceux qui restent auraient très bien pu, selon nous, avoir été soit enlevés, soit convaincus de se rendre en Corée du Nord et retenus de force. Combien ont été enlevés, combien ont été piégés, ça, je ne sais pas. Quel que soit leur nombre, il faut les aider à garder espoir, les soutenir avec les moyens du bord. Tous les jours, via les ondes courtes, cette radio inonde la Corée du Nord de messages des familles. Ce matin-là, une longue lettre de Sakie Yokota, la maman de Megumi. Pour ma chérie Megumi, en Corée du Nord. C'est le 35e printemps que je passe sans te voir. Forcée de vivre en Corée du Nord, ce n'était pas ce que tu avais imaginé. Mais cette voix ne parviendra peut-être pas jusqu'à Megumi, car le régime réagit comme aux grandes heures de la guerre froide. Il brouille le signal, tout simplement, obligeant la radio à changer souvent de fréquence. Ça, c'est le signal du brouillage de notre fréquence par l'armée nord-coréenne. Ils brouillent notre radio, comme ça personne ne peut écouter nos émissions. La Corée du Nord se considère toujours comme un pays en guerre. Et son principal adversaire reste son frère ennemi, la Corée du Sud. Le pays n'a pas été épargné par la campagne d'enlèvement. Il en est même la première victime. Et comme souvent en Corée du Sud, les familles s'en remettent à Dieu pour espérer revoir un jour leurs proches. Cet homme se bat pour son père depuis plus de 40 ans. En 1969, un avion de la Korean Air est détourné par un terroriste et contraint de se poser à Pyongyang avec 46 passagers à bord. Quelques semaines plus tard, la Corée du Nord libère une trentaine de personnes, mais garde l'avion, l'équipage et 5 passagers. Parmi eux, le père de Wang In-cheol. J'ai entendu dire que parfois, après un procès informel, les gens qui ont été kidnappés étaient exécutés. Même s'il n'est pas mort, mon père n'a pas pu vivre sa vie comme il l'entendait, selon sa conscience et ses croyances. Il n'a pu que vivre sous la contrainte. Il est devenu esclave et il a dû changer pour devenir ce que ses geôliers voulaient qu'il devienne. Wang In-cheol a fondé une association pour alerter l'opinion publique sur le drame que vivent les derniers passagers du vol YS-11, toujours enfermés en Corée du Nord. Il avait 2 ans lorsque son père a été kidnappé. Il n'a que de vagues souvenirs de cet homme, mais il a conservé toutes les coupures de journaux de l'époque. Les passagers victimes de torture à l'électricité. Les survivants se souviennent de 66 jours d'enfer. Wang In-cheol a passé toute sa vie d'adulte à se battre pour que ce père qu'il a à peine connu ne tombe surtout pas dans l'oubli. En fait, je n'ai jamais pu vivre une vie normale. Tout ce dont je me souviens, c'est que ma vie n'a pas été facile. Toute ma vie, j'ai essayé de me battre et de ne pas imposer ces difficultés à mes filles. Je continue de me battre pour mon père. Mais en même temps, je suis devenu économiquement, socialement, culturellement faible. Je suis une minorité sociale à la charge de ma famille, de ma femme et de mes filles. Des familles entières bouleversées à jamais, il y en aurait plusieurs milliers ici. Certaines associations estiment à 3800 le nombre de Sud-Coréens enlevés par la Corée du Nord
depuis la fin de la guerre en 1953. Des Coréens, des Japonais, mais la dictature communiste aurait enlevé d'autres innocents, ailleurs. C'est ce qu'affirme Charles Jenkins, l'ancien déserteur. Son témoignage dans un livre a révélé au grand public l'ampleur du programme d'enlèvement du régime de Pyongyang. Charles Jenkins a même rapporté avec lui des photos de sa vie en Corée du Nord. Ce cliché par exemple, un souvenir de vacances à la plage en famille. Mais ce qui est intéressant, dit-il, c'est cette femme asiatique à l'arrière-plan. J'ai vécu à 3 pattes chez elle. Pendant quoi? Pendant 7 ans? Son nom, Anocha Panjoy, une Thaïlandaise officiellement disparue à Macao en 1978 sans laisser de traces, est retrouvée 35 ans après en Corée du Nord. Oui, c'est elle, pas de doute. Elle n'a jamais été heureuse. Personne n'était heureux en Corée du Nord. Elle ne voulait qu'une seule chose, rentrer chez elle, comme ma femme. En plus des kidnappés japonais et sud-coréens, une Thaïlandaise aurait donc également été enlevée. Pour vérifier cette information, il nous faut donc partir dans l'ancien royaume de Siam et y retrouver 7 hommes. Tomoharu Ebihara enquête pour le compte d'une association japonaise de familles de kidnappés. Il nous emmène voir la famille de la jeune Thaïlandaise. Le père et la mère d'Anocha sont décédés depuis longtemps. Seul reste son frère et son petit-neveu. Non, elle, ce n'est pas ma sœur. Ma sœur, la voilà, c'est elle. Elle a disparu en 1978. On n'a eu aucune nouvelle d'Anocha pendant 20 ans. Quand j'ai appris qu'elle avait été kidnappée, je ne pouvais pas le croire. Pourquoi quelqu'un aurait voulu lui faire du mal? Pourquoi l'avoir enlevée? Mais je le sens. Je suis sûr qu'elle est encore en vie. Depuis 35 ans, Soukam, le frère, conserve comme des reliques toutes les affaires de sa petite sœur en attendant son retour. Pour Tomoharu Ebihara, l'enlèvement de la jeune Thaïlandaise prouve que l'on est encore bien loin de savoir la vérité sur les kidnappings d'étrangers par la Corée du Nord. Le cas d'Anocha Panjoy a montré que ces kidnappings par la Corée du Nord ont eu lieu dans le monde entier, pas seulement au Japon ou en Corée du Sud. Et en 2006, Charles Jenkins a prouvé grâce à son témoignage qu'une Roumaine avait aussi été enlevée. Vous connaissez cette jeune femme? C'est Doina. Qui est-ce? Doina Bumbea, elle était roumaine. Selon Charles Jenkins, au moins une Européenne a été kidnappée par la Corée du Nord. Une jeune Roumaine, Doina Bumbea, enlevée en 1978. Et Charles Jenkins l'a bien connue. Un jour, elle m'a dit « Attends, sois patient, tu verras un jour, le régime nord-coréen va s'écrouler. Et ce sera un régime capitaliste, on vivra bien ici. » Elle m'a dit ça. Doina Bumbea, la belle roumaine, était originaire de Craiova, en Roumanie. Son frère et sa mère y habitent toujours aujourd'hui. La dernière fois qu'il a vu sa sœur, Gabrielle Bumbea avait 9 ans. Doina, elle, en avait 26 et elle était comme une mère pour lui. Très jeune, elle se passionne pour le dessin et la peinture. Après des études d'art, elle s'installe à Rome. 2 ans plus tard, en 1978, elle disparaît. J'ai appris l'histoire de son enlèvement seulement en 2007, quand les premières informations tirées du livre de Charles Jenkins sont parues sur Internet. On ignorait tout de ces enlèvements en 1978.
quand ma sœur avait complètement disparu. Dans le livre de l'ancien déserteur, il apprend que sa sœur serait morte en 1997. Mais il veut en avoir la certitude. Alors, en 2008, Gabriel Bumbea part pour le Japon, rencontrer Charles Jenkins. C'est lui qui m'a dit qu'elle s'appelait Doina Bumbea, qu'elle était roumaine et avait vécu en Italie, que son père avait été officier dans l'armée roumaine, que sa mère avait été déportée. C'est seulement là que j'ai réalisé qu'il était question de notre famille. Il n'y a pas deux familles dans le monde qui pouvaient accumuler autant de coïncidences. Doina, prisonnière du régime nord-coréen pendant toutes ces années, incompréhensible pour sa maman. À 82 ans, son chagrin est intact. Ils ont pris mon âme, toute ma joie. En fait, on s'aimait beaucoup toutes les deux. On avait toujours quelque chose à se raconter. Et j'avais aussi le petit, lui, Gabriel. Mais elle et moi, on restait très tard le soir à papoter. Qu'est-ce qu'ils m'ont pris? Mon âme. Pour tenter de comprendre ce qui a pu arriver à Doina, nous sommes partis à la recherche de son passé. Et nous avons retrouvé un de ses amis. Il vit à Ibiza, en Espagne. Sergio Ferrero rencontre Doina dans les années 70. Il lui organise même sa première exposition. Oui, c'est un album d'il y a très longtemps, c'était 1975. Ici, c'était dans les centres culturels européens. Il y a Doina avec moi. Ici aussi, il y a une des photos qu'on avait fait à l'époque dans la galerie. Il voulait être heureux, il voulait être fort, il voulait avoir du succès, il voulait être connu. Il ne laissait pas passer les occasions. Elle était ambitieuse? Elle était très ambitieuse, oui. C'était une peintre hors de commun. Ces toiles se vendent bien, le début d'une carrière prometteuse. Sergio Ferrero a d'ailleurs conservé quelques tableaux de Doina. Il se souvient de son départ et de leur dernière conversation. Après l'exposition au Centre culturel européen, pendant 2-3 mois, je n'ai pas eu de nouvelles. Et un jour, il m'appelle de Tokyo. Il me dit, écoute Sergio, grâce à toi, je suis dans l'hôtel Hilton de Tokyo et on m'a organisé une exposition de peinture ici. C'est un succès, c'est magnifique, merci, merci, bisous, bisous, ciao, ciao. Alors c'est fort possible qu'elle a rencontré là-bas quelqu'un qui avait une galerie ou qu'il lui a proposé de faire un voyage. C'était très facile de l'inviter à faire un voyage à Tokyo avec une excuse d'une exposition. Après ce coup de fil, Doina Bumbea disparaît. Elle restera 19 ans enfermée en Corée du Nord. À Pyongyang, Charles Jenkins n'a jamais perdu de vue la Roumaine, jusqu'à sa mort en 1997. Oui, elle est morte d'un cancer du poumon. Et le pire, c'est qu'elle a su qu'elle allait mourir. Ils l'ont diagnostiquée et 6 ou 7 mois après, elle est morte. En plus de centaines de Japonais et probablement de milliers de Sud-Coréens, une Roumaine a donc également été enlevée. Les cibles des kidnappings n'étaient donc pas seulement des Asiatiques, elles étaient aussi européennes. L'histoire de Doina la Roumaine ne serait donc pas un cas isolé. C'est ce que nous confirme l'ancien espion nord-coréen. Im Chung-yoon refuse de dire s'il a participé à des kidnappings, mais il se souvient avoir vu à Pyongyang, à la fin des années 80, plusieurs Européennes chargées d'enseigner les langues aux espions. Vous avez vu des femmes, des occidentales? Oui. Vous avez vraiment vu des femmes, des Européennes? Bien sûr, oui.
Combien en avez-vous vu? Eh bien, vous savez, c'est rare de voir des étrangers en Corée du Nord. C'est difficile. Combien en avez-vous vu? Au Collège des langues, j'ai dû en voir environ 15. Environ 15 femmes. Oui, je pense en avoir croisé au moins 15. Vous savez, en Corée du Nord, nous n'avons pas l'occasion d'aller à l'étranger. Alors, pour nous, impossible de dire s'ils viennent de Hollande ou d'ailleurs. Nous savons juste qu'ils sont noirs ou qu'ils sont blancs. Mais impossible de savoir si ce sont des Français, des Hollandais ou des Américains. Les autorités japonaises ont eu connaissance des témoignages de ces anciens espions qui parlent tous d'otages occidentaux. À Tokyo, on recense d'ailleurs très précisément tous ces cas d'étrangers kidnappés. Et c'est le ministre des Enlèvements par la Corée du Nord en personne qui nous raconte une histoire très surprenante. En fait, 4 Libanaises ont été kidnappées en 1978. Elles ont été libérées en 1979, grâce aux efforts de leur gouvernement. Les Libanais se sont montrés très fermes et ils ont forcé la Corée du Nord à libérer ces 4 femmes. Ces 4 Libanaises, nous avons retrouvé la trace de leur témoignage. Dans ce journal du 9 novembre 1979, un article raconte comment ces jeunes femmes ont été kidnappées, puis libérées un an après, et surtout, ce qu'elles ont vu sur une base militaire nord-coréenne. Il y avait là 28 jeunes femmes, dont 3 françaises, 2 italiennes, 3 hollandaises, des femmes du Moyen-Orient ou venant de pays d'Europe de l'Est. Elles ont précisé qu'il était impossible pour toutes ces femmes de résister. Ces 4 Libanaises, nous les avons retrouvées. L'une d'elles est retournée en Corée du Nord, où elle a épousé un autre déserteur américain. Une autre serait réfugiée aux États-Unis. Les 2 dernières vivent toujours au Liban. Et elles ont refusé de nous rencontrer. Elles ne veulent pas s'exprimer sur cette histoire. À Tokyo, un homme travaille depuis longtemps sur les kidnappés de la Corée du Nord. Il préside la principale association japonaise de disparus. Et ce soir-là, dans ses bureaux exigus du centre de Tokyo, Tsutomu Nishioka nous montre un document étonnant venant de l'administration nord-coréenne. Une liste des étrangers vivant à Pyongyang en 2010. Il y a là des dizaines de Japonais et de Sud-Coréens, quelques Chinois, en tout, une quinzaine de nationalités différentes. Sur cette liste, il y a 85 Japonais. Et il y a aussi 39 personnes issues d'autres nationalités. Il y a Shiam, donc, la Libanaise repartie vivre là-bas. Mais il n'y a pas Anocha, la Thaïlandaise, ou Doina, la Roumaine. Il y a un Russe qui travaille dans une usine. Une usine qui manufacture des produits quotidiens. Il a 51 ans. Il y a un Allemand. Il est dit ici qu'il fait des travaux manuels pour l'armée. Et il y a un autre Allemand qui travaille dans une usine. Il y a une femme venue de Tchécoslovaquie. Elle est femme au foyer. Et puis, il y a une Française de 91 ans, qui est l'épouse d'un militaire. Elle est mariée à un officier de l'armée de Corée du Nord. Depuis plusieurs années, le patron de cette association accumule les indices sur la présence à Pyongyang de kidnappés d'origine européenne. Et il l'affirme, ceux qui en savent le plus sont bien sûr les anciens agents secrets nord-coréens, notamment la plus célèbre d'entre eux. Aujourd'hui réfugié en Corée du Sud, Kim Yong-hee a eu un destin incroyable. Par peur des représailles de Pyongyang, l'ex-espionne vit sous protection policière, entourée en permanence de 6 gardes du corps. Kim Yong-hee est une terroriste repentie.
La voici en 1987 lors de son arrestation, après avoir fait exploser un avion de ligne. Un Boeing de la Korean Air, bilan 115 morts. Et elle se souvient encore de l'instant où elle a déposé la bombe. J'ai pensé à tous ces gens qui ne seraient plus que des corps sans vie dans un moment. Cette pensée a traversé mon esprit, mais j'étais persuadée que j'agissais pour la réunification de notre pays. Mais selon elle, la jeune espionne qu'elle était à l'époque avait été conditionnée. Nous étions comme ça. Quand un commandant ordonne à un soldat de poser une bombe, alors les difficultés éventuelles ne sont plus un problème. Le soldat a reçu une mission, poser la bombe à tel endroit. Nous étions formés comme ça. Ils m'ont dit à l'époque que cela allait contribuer à provoquer la révolution en Corée du Sud et à l'unification de nos deux pays. Et dans ce but, j'étais prête à combattre et à donner ma vie. Condamné à mort, puis gracié quelques années plus tard, en échange d'informations sur le régime, Kim Yong-hee connaît parfaitement les services secrets nord-coréens. Et elle va nous faire une révélation. Selon elle, au moins une Française a effectivement été kidnappée par la Corée du Nord. Dans une résidence militaire à Pyongyang, une cuisinière lui raconte un jour une drôle d'histoire. Elle m'a parlé d'une jeune femme étrangère qui habitait dans sa résidence. C'était une Française. Apparemment, elle avait été séduite par un agent nord-coréen en Europe. Il lui avait demandé de partir en voyage avec lui. Mais lorsqu'elle est arrivée, l'agent s'est éclipsé et des officiers politiques sont arrivés. Alors cette jeune femme a commencé à se plaindre et à protester. Elle demandait pourquoi son amie avait disparu et pourquoi elle était enfermée. J'ai entendu dire qu'elle avait été emmenée dans les toilettes et tabassée pour avoir refusé d'obéir. Elle avait des marques partout. La cuisinière m'a raconté qu'elle se souvenait avoir vu les larmes couler de ses yeux bleus alors que les soldats l'emmenaient ailleurs. Des Européens enlevés par la Corée du Nord. En Asie, tout le monde connaît cette histoire. Mais en Europe, on l'ignore. En France, ces disparitions à l'étranger sont normalement suivies par le ministère des Affaires étrangères. Nous lui adressons donc une demande d'interview. Après plusieurs semaines d'explications, de tractations, la réponse tombe. Je suis désolé, mais effectivement, les nouvelles consignes que je peux avoir m'obligent à refuser votre demande d'interview, tout simplement parce que nous n'avons pas d'informations substantielles sur ces cas de disparition. Les informations à ce sujet sont, je vais dire succinctes, mais c'est même pas le mot, elles sont totalement inexistantes. Selon nos informations, la France a pourtant bien été alertée à plusieurs reprises au fil des ans sur le cas de ses ressortissantes retenues en Corée du Nord. Mais pour les diplomates français, cette histoire ne mérite pas que l'on aille fouiller dans les archives. Les témoignages des anciens espions ou des ex-otages libanaises sont pourtant précis. Des Français, des Hollandais, des Italiens auraient été enlevés. Nous nous sommes donc adressés aux services de police de ces pays. Mais là encore, ni les polices françaises, hollandaises ou italiennes n'ont d'éléments à nous fournir. Ils affirment n'avoir jamais entendu parler de ces enlèvements. Mais aujourd'hui, la communauté internationale se mobilise enfin. Et la solution viendra peut-être de l'ONU. Depuis quelques mois, la Commission des droits de l'homme s'est emparée du dossier. Fujita Takashi est même venu devant la commission raconter le destin dramatique de son frère, enfermé à Pyongyang contre son gré depuis 37 ans. Nous sommes allés rencontrer à Londres, lors d'une conférence, le rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l'homme en Corée du Nord. Dans son rapport en février dernier, Marzuki Darusman dénonce les disparitions forcées
Et il préconise même la création d'une commission d'enquête pour crimes contre l'humanité. Pour lui, il y a urgence. Il y a encore de l'espoir, bien sûr. Mais plus tôt les investigations pourront débuter, plus tôt nous pourrons déterminer si ces personnes sont encore en vie en Corée du Nord ou ailleurs. Et c'est cela le but de la commission d'enquête, de réussir à établir l'ampleur de ce dossier, une fois pour toutes. C'est cela notre objectif, découvrir enfin la vérité, après tant d'années. La vérité. Tous les ans, à Tokyo, des centaines de familles se réunissent pour qu'elle éclate. À chaque mois de septembre, la capitale japonaise commémore la libération des premiers kidnappés de la Corée du Nord. Dans la salle, des ex-otages et toutes les familles des victimes. Les unes après les autres, elles vont défiler à la tribune pour exprimer leur tristesse et leur colère. La célèbre maman de Megumi, la jeune fille de 13 ans, est la dernière à prendre la parole. Bonjour. Merci à tous de votre soutien pendant toutes ces années. Si vous, la Corée du Nord, voulez devenir une grande nation aux yeux du monde, il faut que vous libériez, s'il vous plaît, nos chers enfants que vous avez kidnappés. Rendez-les à la chaleur des bras de leurs parents. Nous sommes dans une rage noire, en colère, presque à s'en évanouir. Je voudrais revoir Megumi, même pour une seconde, même de loin, ou lui parler, même juste un mot, et après je pourrais mourir. Selon les associations japonaises de disparus, il resterait plusieurs centaines de kidnappés à Pyongyang, enfermés depuis 40 ans. Des Japonais, des Sud-Coréens, quelques Chinois, 3 Malaisiennes, une Thaïlandaise et sûrement plusieurs ressortissants européens.